Bonjour à tous. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment nous pouvons réaliser une carte interactive, une carte vectorielle avec donc Mapbox GLJS. Le résultat ressemblera à ça. Donc, on aura une carte dans laquelle on peut donc zoomer. Nous aurons des, des icônes, comme on voit, le nom des rues, le nom des bâtiments, etc. Là, on voit voilà le nom des rues, les différentes icônes, etc. Donc pour ça, il faut d'abord installer différentes choses. Pour ça, on va se servir. Alors où est-ce que j'ai mis ça? Ici. Hop. Donc on va travailler avec une machine virtuelle Linux. Là, j'enregistre la vidéo sous le Windows. Et on va travailler donc, on va d'abord ici sur cette URL-là, switch2osm.org, et on va installer différents outils. Donc là, vous avez toutes les dépenses qui sont nécessaires. Alors elles ne sont pas toutes nécessaires, vous n'avez pas besoin d'Apache par exemple, vous n'avez pas besoin de certaines choses, mais autant tout installer, comme ça au moins vous avez tout, après vous êtes tranquille. Il faudra installer également donc PostgreSQL, euh, comme ici, avec Postgis. Installer également Mapnik. Donc Mapnik s'installe un petit peu plus loin. Euh, Ici, voilà, à cet endroit-là. Installer Mapnik. Installer également OSM2PGSQL. Alors vous pouvez l'installer directement à partir des paquets. Vous n'avez pas besoin de le faire comme il est précisé ici. Vous pouvez installer directement OSM2PGSQL. Une fois que vous avez donc fait ça, vous allez récupérer. Donc moi ici je récupère avec cette ligne là une zone déterminée, en l'occurrence la commune d'Ozoir-la-Ferrière, la commune où je suis né. Et puis ensuite, il va falloir la rentrer en base de données avec une commande qui ressemblera à ça, où on met en place donc le hsort, et puis ici donc on lui passe le fichier qu'on a récupéré avec une feuille de style ici, voilà, qui est la feuille de style par défaut qui arrive avec OSM tout PGSQL. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir obtenir normalement une base de données. Alors, allons sur PG. Oui, forcément, si je fais pas ce qu'il faut, voilà. Là, on va pouvoir se connecter. Et ici, donc, on obtiendra donc des différentes tables. OSM Line, OSM Nodes, OSM, etc., etc. Une fois qu'on a récupéré, donc qu'on a une base de données avec donc les données OpenStreetMap à l'intérieur, on va utiliser un outil qui s'appelle Mapbox Studio Classic. Alors, on peut le récupérer à cet endroit-là. Voilà, Mapbox Studio Classic. Et alors, avec Mapbox Studio Classic, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir. Alors, où est-ce qu'elle est, attends, hop, source, voilà, test. On va juste avant faire tac, 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 voilà. Donc avec Mapbox Studio Classic, on va créer une nouvelle source. Donc normalement, on va dans source, et puis on crée une nouvelle source. Voilà, une nouvelle source, ici à cet endroit-là. Et on arrive sur un truc blanc. Moi, j'ai déjà préparé. J'ai 3 calques. Alors, un premier calque ici, roads. Si je vais dedans, on voit que dans la partie configure, on a les informations de connexion à la base de données. Alors là, je suis au port 5433 parce que c'est sous Windows. Sous Linux, quand vous l'installez, OSM, PostgreSQL, par défaut, c'est 5432. Ça, l'extend, elle se met toute seule. Donc les informations de connexion à la base de données, et puis derrière, ici dans SQL, vous avez une requête. La requête, d'ailleurs, elle pourrait être améliorée. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer ça ici, depuis ici.
Voilà. Hop. Alors, je reprends roads, where highway not in, ta ta ta, and way et bbox. Donc, on va quand même vérifier, voir qu'elle fonctionne. Elle fonctionne. Donc, le principe, c'est là, je récupère dans une requête SQL donc ma géométrie, donc le way, le highway, donc pour savoir de quel type de highway il s'agit, enfin de quel type de way il s'agit, et le name pour pouvoir avoir tout à l'heure le nom des rues. Et je ne prends pas les passes, les footways, les tracks et les trucs vides. J'obtiens donc ici, voilà, les différentes routes, les différents chemins de la commune d'Auzon-la-Ferrière. Je fais la même chose pour une couche buildings, où là je rajoute une colonne wall qui sera yes ou no selon que j'ai le tag wall, enfin qui sera yes ou no selon qui donc j'ai un tag wall no ou wall yes, enfin ce sera plutôt pour les wall no, de façon à gérer le cas des bâtiments sans mur. Le type de building également, ça pourra me servir. Et puis tout ça depuis planète OSM Polygone que l'on voit ici, planète OSM Polygone. Voilà, ce sont les différentes tables qui sont ici. Maintenant, je peux l'afficher. Voilà. Et puis je vais également créer un troisième truc, c'est Banks. Donc tout simplement, je récupère toutes les banques. Donc dans Point ou Amenity vos banques, et ainsi que dans Polygon ou Amenity vos banques, mais je prends simplement le centroïde du chemin. Et je demande le nom de façon à pouvoir gérer tout à l'heure le nom des différentes banques. Et j'enregistre tout ça sous la forme donc d'un calque. Et je retiens bien que j'ai choisi Buildings, Roads et Banks. Ces noms-là sont importants puisque ceux-là, on va les réutiliser par la suite. Ensuite, une fois que j'ai créé ce fichier, je le transfère, enfin j'ai créé ce fichier, une fois que j'aurai sauvegardé, donc si je sauve, ça va me créer, alors, ici, VT, test, Mapbox Studio classique, voilà, ici ça va me créer un dossier dans lequel j'aurai deux fichiers importants, le data.xml et le data.yml, sachant que celui qui va être utilisé, c'est le data.xml. Donc si on regarde à quoi il ressemble, on voit qu'en fait, ici j'ai différents paramètres, avec ici, on reprend les différents calques que l'on a fabriqués, donc Banks, Roads, avec les différents noms également des colonnes en quelque sorte que l'on récupère, donc highway pour l'un, name pour l'autre, etc. Et puis ensuite, on a nos différents calques, avec à chaque fois donc le SRS, et puis ici les paramètres de connexion de la base de données, et la requête que l'on vient d'effectuer, enfin que l'on vient de voir. Et ça donc pour nos trois calques, bank, roads et buildings. Maintenant, je vais passer sur ma machine virtuelle et ici, voilà, je retrouve le même fichier à cet endroit-là. Je l'ai mis donc à la racine ici, source.tm to source. D'ailleurs, il s'appelait comme ça. Oui, il s'appelait test. Il s'appelle test ici, mais je l'ai mis ici dans un truc qui s'appelle source. Bon, peu importe. On retrouve le même fichier data.xml. À cet endroit-là, c'est le même. Ensuite, je crée un nouveau projet, un nouveau dossier. TileLive Example, je l'ai appelé comme ça, on peut l'appeler comme on veut, dans lequel on va placer un projet, donc Node.js. Alors, je peux regarder à quoi ça ressemble. Ah, je ne sais pas s'il voudra bien faire comme ça. Ouais, il va peut-être pas vouloir. On va faire autrement. On va éditer ce fichier.
Voilà. Et on voit qu'en fait, dedans, il y a simplement quelques dépendances. Mapbox MBTile, Mapbox TileLive, Mapbox TileLive Bridge et TileLive Mapnik. Et puis une commande ici que j'ai appelée MBTile qui va récupérer donc dans notre module bin la commande TileLive Copy qui va lui passer en paramètre donc les bounds, c'est-à-dire l'étendue de ce que je souhaite gérer. Et puis ici, bridge avec ici le fichier XML que l'on vient de voir et la destination, j'appellerai ça test.mbtiles. Je me rends dans le projet sur la machine virtuelle. Alors ici, voilà, je suis dans TileLive Example, donc je peux faire un npm run mbtile, sachant que bien sûr avant j'ai fait un npm install pour installer donc les dépendances. Et ici, ça me crée, si je regarde à la racine, j'ai bien un test.mbtile qui vient d'être créé. Ce test.mbtile, je vais le transférer vers un dossier. Alors, mbtile server, mbtile. On va voir ça dans quelques secondes. Je le télécharge. Ah oui, sauf qu'attendez, je ne l'avais pas supprimé avant, donc ça a rajouté des données dedans. On va le réexporter, enfin le refaire. Voilà, actualiser, test, voilà. Je le télécharge. Et on va regarder ce que c'est que ce truc-là. Alors, en fait, j'ai créé ici, alors, dans GisVT, pardon, test, Mapbox de classique. Voilà, je me suis créé un dossier mbtile server dans lequel j'ai créé, alors, il y a un dossier public, on verra tout à l'heure ce qu'il y a dedans, et il y a un fichier serveur. En fait, on va regarder également avant le package.json. Donc, c'est un petit projet Node.js basé donc sur Express et la librairie mbtile. Donc, dans serveur, qu'est-ce qu'on a? On a un truc très simple. Simplement ici, ça c'est pour gérer le Corse. On va lui dire qu'on sert le dossier public et on va avoir deux routes. Une route, alors là, à chaque fois, on passera donc le tileset, c'est-à-dire parce qu'on pourrait très bien mettre en place un serveur avec plusieurs sources de données. Donc là, on passera à chaque fois le nom du mbtile avec lequel on veut travailler. En l'occurrence, nous, nos mbtiles, ils sont ici. Donc là, il n'y en a qu'un, ça s'appelle test, que je ferai mieux de pas ouvrir. Ce test mbtile, on le mettra là. Donc en fait, on mettra, ça serait une requête localhost machin port 8000, puisque ici je suis en port 8000, et slash test slash meta.json. Et dedans, qu'est-ce que je fais? J'utilise donc la librairie mbtile, donc en récupérant ici, alors le paramètre, donc si j'irai dans le dossier mbtile, test.mbtile, test que je vais récupérer ici avec ce paramètre-là, qui correspond à ça. Et je vais utiliser la méthode getInfo qui va me renvoyer différentes informations sur le fichier, sur le mbtile en question. Donc, par exemple, le centre, l'étendue, les bounds, également quelques autres informations dont je ne sais plus trop lesquelles, mais elles sont utiles. Et puis, je vais lui rajouter dedans info.tiles, donc enfin une propriété tiles, en disant que ce sera http / alors là je mets reg get host, mais ça en fait ça sera un localhost 8000, ensuite slash ici le paramètre du tileset, donc test, et puis zxy.pbf. Donc en gros je lui dis où est-ce que tu devras trouver les tuiles qui seront au format pbf.
Et ensuite, je crée une deuxième route pour servir ces fameuses tuiles. Donc j'ai une route là avec les paramètres Z, X et Y, avec ici le paramètre tileset, qui ira récupérer donc cette fois-ci la méthode getTile de mbTiles, le mbTile étant toujours le même, hein, le test.mbTile, et on renvoie ensuite la tuile demandée avec les headers qui sont renvoyés par la méthode getTile, et on renvoie donc le tile. Et ensuite, on n'a plus qu'à lancer donc notre serveur sur le port 8000 en localhost. Donc, si je fais ça, alors, on va se mettre là, on va lancer, alors, hop, hop, on va lancer le serveur, et on va regarder dans la partie publique ce qu'il sert. Donc, il va servir la page index.html. Cette page, qu'est-ce qu'elle fait? Rien de particulier au départ. Ici, on va simplement donc une div avec l'id map. J'aurais pu donner un autre ID, mais voilà, c'est l'id map. Ensuite, on charge le JavaScript donc de Mapbox GL.js. On charge également donc le CSS. Et puis ensuite, on a un petit bout de JavaScript où on va créer donc une map en disant que le container, ça sera donc notre div avec l'id map. On va lui rajouter un centre pour savoir où est-ce qu'on va se situer au départ. Un zoom par défaut. Ça, c'est important à mettre depuis la version 0.46. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il faut le mettre. L'étendue de façon à ne pas pouvoir scroller en dehors de notre zone de travail. Et puis surtout, donc, une feuille de style, style.json. Je l'ai appelé comme ça, mais on pourrait l'appeler autrement. Cette feuille de style étant à cet endroit-là. Et donc, c'est cette feuille de style qui va être importante. Donc, pour l'instant, enfin, pardon. Pour l'instant, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il n'y a pas grand-chose dedans. Il y a simplement, bon, version, ça c'est nécessaire, il faut le mettre, c'est obligatoire. Ensuite, metadata, il n'y en a pas. Source, alors là, on peut travailler avec plusieurs sources. Mais moi, je travaille avec une seule source, que je vais appeler test. Cette source test, elle est de type vecteur, et on va lui pointer comme URL, donc l'URL qu'on a vu tout à l'heure, meta.json, celle qui renvoie les différentes informations, donc c'est-à-dire celle-là, hein, meta.json, celle qui récupère le mbtile.getInfo. Si je retourne dedans, je ne sais plus où est le serveur, où est-ce que je suis, non ici, style, voilà, donc l'URL avec donc nos données comme ça. J'aurais pu aussi mettre à cet endroit-là, mettre directement tiles et mettre derrière un truc du genre, ça serait quelque chose du genre, hop, là ça serait test, et puis ici ça serait donc un localhost port 8000. J'aurais très bien pu lui mettre ça. Mais on travaille avec les meta.json, c'est plus pratique. Ensuite, il y a un premier calque que j'ai mis, que j'ai appelé background, qui est de type background et qui comporte une propriété paint avec une couleur de fond. Et c'est uniquement ça pour l'instant avec lequel on va travailler. Si je regarde à quoi ça ressemble, je vois que j'ai ma couleur de fond et il n'y a rien d'autre. Maintenant, on va regarder ce qu'on a. Alors attends, oui, ça, on va l'enlever. Voilà. On va rajouter un nouveau calque. Cette fois-ci, donc, on rajoute un calque. Je l'ai appelé Roads, mais j'aurais pu l'appeler autrement. L'ID, là, n'importe peu, enfin, importe peu. Ce qui est important, c'est de dire que ça va être de type line, que ça va être donc comme source
la source qu'on a ici, test, donc ça sera toujours la source test dans notre exemple. Le source layer, ça sera roads, là ça sera l'équivalent de ce qu'on a mis ici, on avait mis ici dans notre fichier XML, quand on a créé ici on l'avait appelé roads, donc ici il faut que je l'appelle roads aussi, roads, et donc, pardon, ici il faut que je l'appelle roads également. Le min-zoom à 0, si on veut. Layout, line cap, round, ça c'est les propriétés. Alors, elles sont importantes ces propriétés. Toutes ces propriétés, c'est... alors, où est-ce que c'est C'est là. Là, on a toutes les propriétés de la documentation donc de Mapbox GLJS. C'est donc pour savoir comment est-ce qu'on va fabriquer donc nos différents calques, comment est-ce qu'on va dessiner dedans, quelle propriété on va utiliser. Donc elle est très utile cette documentation. On peut regarder à chaque fois donc, ce que c'est. Là par exemple on voit qu'on a une propriété fil extrusion qui va dans layout, etc., etc. Donc là nous, si on revient dans notre exemple, on avait donc une propriété line cap qui est dans layout de type round. Et puis derrière, on a donc dans Paint, on a propriété line color, donc quelle couleur on va utiliser pour dessiner la ligne. Et puis line width, on aurait pu définir ici une largeur de ligne, mais là ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une fonction qui s'appelle stops, qui permet de définir une largeur de ligne différente selon le niveau de zoom. Donc par exemple, le zoom 13, ça sera 2, le zoom 14, ça sera 3, le zoom 15, ce sera 4, le zoom 16, ce sera 15. Et ainsi de suite. On peut également simplement mettre par exemple, alors je vais pas le faire, mais on aurait pu mettre simplement 10 ici, et puis mettre uniquement ici 16. Comme ça on aurait dit entre 10 et 16, tu vas varier de 2 jusqu'à, je sais pas moi, 8 par exemple. Donc lui, il aurait fabriqué tout seul, il aurait compris donc qu'on variait entre le zoom 12 et 16 de 2 à 8. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne quand on rend ça. Donc, si on retourne dans notre exemple, on voit qu'on a donc nos lignes et qu'elles sont bien une taille différente selon le niveau de zoom. Voilà. Maintenant, on peut chercher, alors si je regarde ce que j'ai fait ensuite, j'avais rajouté voilà, un deuxième calque, un calque road case, qui permet, parce qu'on ne peut pas gérer des traits avec, comment appeler ça, avec une bordure. Donc en fait, l'idée, c'est de fabriquer en dessous du premier calque, un second calque, qui va être, lui, de la couleur de la bordure qu'on souhaite avoir, et qui va avoir une taille 1 pixel plus grande que celle qui est par-dessus. Donc on aura par exemple ici, pour le zoom 13, on aura 3 au lieu d'avoir 2. Ici on avait 2, voilà, 13, 2. Là on aura 13, 3. Et puis on va simplement changer la couleur en mettant ici que ce soit une couleur, alors là j'ai pas mis du noir complet, mais une couleur plus foncée. Et donc si on fait ça, on obtient cette fois-ci la même chose, mais avec des petits traits, voilà, des traits autour de nos calques, enfin de nos traits blancs, ce qui est plus joli. Ensuite, on va fabriquer encore un autre calque. Alors là, on va fabriquer le calque building. Cette fois-ci, c'est un type fill, c'est plus un type line, donc c'est pour remplir des polygones. C'est toujours la source test. Buildings qui est ici correspond aux buildings qu'on a choisi tout à l'heure. Et puis cette fois-ci, j'ai une propriété fill color. Et alors, au lieu de remplir directement la couleur, là, j'utilise une propriété qui s'appelle, enfin, une fonction property, enfin une fonction de type categorical. Je lui donne une propriété, en l'occurrence wall. Tout à l'heure, on avait wall qui pouvait être à yes ou no, selon donc qu'on a donc un bâtiment avec ou sans mur. Et ensuite, des stops.
Et je lui donne derrière après les différents cas. Donc si j'ai yes, ça sera telle couleur. Si j'ai no, ça sera la même couleur, mais avec un alpha petit, enfin avec un alpha 0,8. Et puis, fill outline color, là par contre, on peut avoir, dans le cas des types fill, une petite bordure. Euh, et donc cette bordure, on peut lui dire quelle... alors ce sera toujours une bordure d'un pixel, par contre je ne crois pas qu'il y ait un fill outline width, il faudra regarder. Euh, on va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on a un fill outlines je suis pas sûr. Voilà, je crois qu'on l'a pas. On n'a pas de fill outlines, de fill outline width, simplement pour avoir donc un petit trait autour donc d'un pixel. Maintenant donc que j'ai fait ça, je peux regarder à quoi ça ressemble. Si je regarde, j'ai maintenant mes bâtiments avec donc un petit trait autour. Et alors, on peut la regarder, attends, c'est à quel endroit? À cet endroit-là, où on a une station-service ici, sans mur, et on voit bien donc ici que c'est transparent par rapport à d'autres bâtis qui, eux, ne sont pas transparents. Là, on voit bien que c'est transparent. Ensuite, on va rajouter encore un nouveau truc. Là, c'est pour vous montrer une nouvelle propriété. Alors toujours, donc c'est l'équivalent du calque précédent, sauf cette fois-ci, on va faire un filtre. On va aller chercher donc tous. Alors ça, il faut regarder dans la documentation. Il y a différents types de filtres. Tous ceux qui sont alors ici on a in building retail, ce qui signifie où building est dans retail. J'aurais pu en rajouter d'autres. Retail, et j'aurais pu rajouter à la suite d'autres propriétés. Là, moi, je cherche que les bâtiments de type retail. Tout à l'heure, j'avais choisi d'exporter la propriété building lors de ma requête. Donc, j'ai ma propriété building qui parfois sera égale à retail. Généralement, elle est égale à yes, mais parfois, elle peut être égale à retail. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Alors, oui, ça, ce layout n'est pas nécessaire, mais on va le laisser. Une propriété, cette fois-ci, toujours pareil, une couleur. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, sauf que j'aurai une couleur différente. Voilà, tout simplement. Donc, on regarde ce que ça donne. Et on voit que j'ai des bâtiments donc, de type retail qui sont donc dans une couleur différente. Maintenant, on va créer un autre calque. Alors là, celui-là, il est important. On va d'abord devoir créer cette URL-là. Enfin, cette URL, pardon, cette propriété-là, qu'on met tout en haut, là. Enfin, on peut la mettre où on veut, mais on va la mettre là, enfin, en dehors de layers, qui s'appelle glyphs, qui va aller chercher, alors, dans le dossier fonte, moi je sers public, donc dans public, j'ai fonte. Dans fonte, je vais avoir un dossier open sans semi-bold, donc ça correspondra à ce qu'on va demander tout à l'heure, font stack qui est ici. Et range, ça sera le range de caractères. Donc ici, si je regarde dedans, je vois que j'ai plein de petits fichiers PBF qui correspondent aux différents ranges de caractères, étendues de caractères. Et ces petits fichiers PBF, il va falloir les fabriquer. Donc, avant d'aller plus loin, on va fabriquer ces petits fichiers. Pour fabriquer ces petits fichiers, on va utiliser un truc qui s'appelle NoteFontNick. Donc c'est toujours créé par Mapbox. Donc NoteFontNick, il suffit simplement de l'installer. Et une fois qu'on l'a installé, je vais vous montrer. Alors il suffit de... Alors on va faire comme ça. Donc moi ici je l'ai installé ici, j'ai appelé ça NoteFontNick. Et si on se met dedans, donc on va retourner sur le serveur dédié. Hop. Voilà.
Ici, en fait, on va utiliser une commande qui est donc dans Node Modules bin buildLeaf, la commande buildLeaf, dans laquelle on lui passe la source. Donc en l'occurrence, là, moi, ça va être un dossier dans Fonts OpenSAN Regular TTF. Donc si je regarde ici, j'ai un dossier dans Node Fontnik, un dossier Fonts, dossier OpenSAN, et ici j'ai différentes fontes OpenSAN. Et j'ai la OpenSAN Regular. La OpenSAN Regular, et j'ai créé un autre dossier Glyphs. D'accord? Ce dossier Glyphs, j'ai créé dedans un dossier OpenSAN Regular, et c'est dans ce dossier OpenSAN Regular que vont se fabriquer les petits fichiers qu'on a vu tout à l'heure, les petits fichiers PBF. Donc, si j'exécute, là on voit que ça s'est fabriqué. Et là, dans OpenSAN Regular, on voit que j'ai tout plein de petits fichiers PBF qui correspondent donc à la fonte que je vais vouloir utiliser. Derrière, il me suffit simplement de copier ce dossier OpenSAN Regular dans mon dossier fonte. Alors moi, en fait, j'avais choisi d'utiliser la OpenSAN Semi-Bold. Donc on peut faire pareil avec OpenSAN Semi-Bold et copier dans fonte, dans public fonte, OpenSAN Semi-Bold. Maintenant, je retourne ici et je vais créer un nouveau calque que je vais appeler Road Labels, qui va être de type symbole, qui aura toujours une source test. Le calque, enfin le calque source, ça sera toujours roads, sauf cette fois-ci, je vais utiliser d'autres propriétés. Layout, elles seront toutes de type layout. Textfield name, là je vais récupérer le name que j'ai récupéré tout à l'heure quand je récupérais mes routes. Ici j'avais un name, select name, donc je récupère ici mon name. La fonte, c'est là que je vais utiliser, alors on peut en utiliser plusieurs, mais on va en utiliser une seule, là, c'est pour ça qu'il y a un tableau, OpenSAN Semi-Bold, et donc c'est comme ça qu'il va aller récupérer, lui, le dossier OpenSAN Semi-Bold servi par fonte. En fait, ce texte font qui est ici correspond au font stack qui est là. Et puis ensuite, quelques propriétés comme le symbole placement line pour que ça se mette bien à l'intérieur. Et puis une taille qui aurait pu être différente selon le niveau de zoom. Là, je fais au plus simple. Je sauvegarde et je vais regarder ce que ça donne. Et là, maintenant, j'ai bien donc mes noms de rue qui s'affichent donc selon le niveau de zoom. Il y a également un petit, comment dire, Mapbox GLJS gère lui-même certaines choses. Et donc là, maintenant, j'ai mes différentes rues. Très bien. Maintenant, on va rajouter encore un dernier calque. Mais avant ça, on va créer une nouvelle propriété. Cette nouvelle propriété s'appelle Sprite. Et elle va être servie, donc, elle va servir le dossier Sprite. Et derrière, je ne sais pas comment appeler ça, un nom, le nom Sprite. Ici, dedans, dans Sprite, dans ce dossier Sprite, j'ai 4 choses. Un sprite.json, un sprite.png, un sprite add2x.json et un sprite add2x.png. Alors, le add2x, c'est simplement pour gérer les écrans Retina. On va regarder pour Sprite normal. Pour Sprite, j'ai sprite.png, qui correspond donc à une image contenant plein de petites icônes, chacune étant donc à une place déterminée. Et sprite.json, c'est un fichier qui permet de savoir où sont chacune des icônes, quelle est à chaque fois leur taille, donc leur hauteur et leur largeur, et leur emplacement dans le fichier qu'on vient de voir, dans l'image sprite.json. Donc pour fabriquer ces petites icônes et donc ces fichiers-là, il va falloir utiliser un truc qui s'appelle Sprite0, toujours un outil de Mapbox.
On l'installe, alors moi je vous conseille de l'installer comme ça de façon globale et utiliser derrière. Là on voit d'ailleurs comment est-ce qu'on l'utilise. Donc nous c'est ce qu'on va faire. Alors ici moi j'ai un dossier Sprite 0 dans lequel j'ai un dossier SVG avec plein de petits SVG et j'ai par exemple une icône pour le banque, une icône banque qui correspond donc à une carte de crédit et je l'ai en 3 résolutions, 12 pixels, 18 pixels ou 24 pixels. Je suis pas obligé, mais c'est parce que j'utilise ça pour un autre projet. Donc là, on peut très bien imaginer d'avoir différents calques, chacun étant disponible pour un niveau de zoom donné. Et donc d'avoir des petites, des moyennes et des grosses icônes selon le niveau de zoom. Là, l'idée ensuite, ça va être d'aller alors sur la machine virtuelle, d'aller dans Sprite 0, de faire un Sprite 0, alors c'est là que je l'appelle Sprite, j'aurais pu l'appeler autrement, c'est là qu'ici on l'appelle Sprite, et c'est pour ça qu'ici tout s'appelle Sprite, Sprite.json, Sprite, 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 et puis que ici dans le style, ici je mets Sprite à la fin, mais j'aurais pu l'appeler autrement. Là, je l'ai appelé Sprite parce que c'est plus pratique. Et puis, je lui donne ensuite la source, donc mon dossier SVG, c'est-à-dire l'endroit où j'ai mes différentes icônes au format SVG. Je fais ça, et donc là, c'est bon. Derrière, il suffit simplement d'aller regarder dans Sprite 0, et on a ces petites icônes qui sont là. Je fais pas l'autre, ça sert à rien, ça a déjà été fait avant. Et ensuite, on va donc les mettre tout simplement dans notre dossier Sprite, ici. D'ailleurs, on pourrait très bien les récupérer, voilà, en disant OK, parce que c'était un ancien truc. Voilà. OK, maintenant que j'ai dans mon dossier Sprite cette icône, et puis la même chose ici en gros, là je vais pouvoir retourner dans mon style et dire que je veux un nouveau calque de type symbole que je vais appeler Banks, source test toujours. Le calque de source, ça sera Banks, celui qu'on a créé quand on a fabriqué ici. On doit avoir tout en haut, voilà, notre calque Banks. Donc là, moi, je lui dis, je veux la même chose. Niveau de zoom, 0. Et ensuite, il y a différents paramètres. Alors là, je ne rentre pas dans les détails, il suffit de regarder dans la documentation. Mais il y en a un qui est important, c'est le icon image, où là, je lui dis, prends l'icône qui s'appelle Bank24. Ensuite, j'ai un truc important. Donc là, je vais donner le nom. Donc, je vais avoir un text font et un text field dans lequel je vais récupérer name, le name que j'ai récupéré pour mes banques. Quand je vois ici, pour mes banques, je demandais le name. Donc, ici, c'est le même. Ensuite, un petit offset pour que ça apparaisse un petit peu en dessous. Une taille, une couleur de texte, un petit halo. Et on regarde ce que ça donne. Et voilà, j'ai bien donc des icônes ici créées donc avec le petit système que l'on vient de voir. Et donc ma carte ici, on voit que j'ai une carte de type vectoriel que je peux zoomer dedans, bien sûr. Et je peux également faire un truc que je n'ai pas montré depuis le départ, mais ce qui est assez sympa. Je peux avoir ici une vue 3D. Alors là, ce qui est intéressant, ça serait d'avoir des bâtiments en 3D. Et alors là, on peut le faire. On va le faire rapidement. On va aller regarder ici une propriété qui s'appelle extrusion. Voilà, fil extrusion. Donc, on va reprendre par exemple les bâtiments de type buildings. On va dire que ce sont cette fois-ci non plus un fil, mais un fil extrusion.
À l'intérieur, ça ne sera pas un fill color, mais ce sera un fill extrusion color. Et il n'y aura pas d'outline, parce qu'il n'y a pas d'outline pour la 3D. Et on va regarder ce que ça donne. Alors là, ça ne fonctionne pas. Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai oublié, moi? Fil extrusion color. Ah oui, j'ai oublié, bien sûr, propriété très importante, la fil extrusion 8, pour savoir quelle hauteur je lui donne. Sachant que cette hauteur pourrait très bien venir, alors là, moi, je vais la rentrer directement, comme ça. Hop, je vais lui donner, donc, par exemple, 5 mètres, mais ça pourrait être une donnée qui viendrait de la base de données. On pourrait imaginer que j'ai pour chacun des bâtiments une hauteur particulière, et cette donnée, je pourrais la récupérer depuis la base de données. Donc en mettant par exemple ici 8, une 8 que je récupérerai dans ma requête. Là, moi, je vais le laisser comme ça à 5 mètres. On va regarder ce que ça donne. Alors là, j'ai une petite erreur. Ah oui, je lui ai mis ça sous forme de string. Il préfère ça comme ça. Et là, voilà, maintenant, j'ai mes bâtiments, sauf les bâtiments retail, parce qu'il faudrait que je le fasse aussi pour eux, mais qui sont en 3D. Donc maintenant, là, j'ai une carte en 3D. Voilà. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. Et je vous donne rendez-vous pour de nouvelles aventures. À très bientôt.